Bon, on va pouvoir démarrer cette vidéo. Bonjour. Bonjour de Provence. Avec le printemps. La première dont on va vous parler, relative aux finances. À savoir ce que ça veut dire de manger cru sur un plan financier. Alors, il y a plein de paramètres qui entrent en jeu, c'est sûr. Déjà, quand on est beaucoup avec une plage alimentaire, on peut avoir une plage alimentaire très étendue avec très peu de pertes, puisqu'il y a toujours, sur le nombre, il y a toujours quelqu'un qui trouve son compte. Là où c'est compliqué, c'est fini toi, non ? Là où c'est compliqué, c'est quand on doit avoir une plage alimentaire importante et qu'il n'y a qu'une seule personne pour puiser dedans. Là, effectivement, il y a beaucoup de pertes. Et donc ça nécessite de développer des solutions pour pas trop gaspiller. Les solutions elles passent par le séchage évidemment, par la conservation, par le vide qu'on trouve sur différentes vidéos, dont certaines ont été faites et d'autres vont l'être encore. Mais l'aspect financier il est multiple. Dans le sens où c'est différent quand on ne mange que cru, ou quand on est entre les deux mondes. Parce que quand on est entre les deux mondes, on est obligé d'investir dans les deux systèmes. C'est-à-dire que soit on garde toute l'infrastructure qui permet d'avoir une alimentation culinaire, ce qui est toujours intéressant parce que ça permet de garder un lien avec le reste du monde qui mange majoritairement cuit. Et par contre, ça veut dire qu'on cumule, ça veut dire qu'on garde un lave-vaisselle, qu'on garde une cuisinière, qu'on achète des produits vaisselle, alors que tout ça peut disparaître dès qu'on mange totalement cru, on n'a plus besoin. Alors effectivement, si on n'a pas besoin de tout l'arsenal culinaire, on supprime quand même beaucoup de frais. Il y a un autre aspect, c'est que quand on mange cru, on se limite forcément à ses besoins qui sont contrôlés par l'organisme. C'est-à-dire qu'on ne va jamais manger en excès et avoir des consommations totalement aberrantes parce que non régulées par le sensoriel. Alors effectivement, on peut aussi, surtout en période de transition alimentaire, quand on a des carences importantes, on peut être amené à consommer des quantités importantes de tel ou tel aliment, mais des quantités qui dépassent à la commune mesure. Des personnes qui sont en carence spécifique peuvent être amenées à manger 20 œufs dans une prise alimentaire. Les enfants peuvent le faire aussi très facilement, mais dès que les besoins sont couverts, il y a arrêt. Tiens le coq, toi. Dès que les besoins sont couverts, il y a arrêt. L'arrêt sensoriel se manifeste et on arrête. Il y a autre chose qui est important, c'est que quand un produit est en ordre, le système sensoriel est très précis. C'est-à-dire que on ne va jamais aller au-delà de ses besoins. Par contre, un produit qui n'est pas en ordre, ou alors qui est légèrement aménagé, un peu de sel, un peu d'huile, on pourra dépasser vraiment les deux habituels. Mais si le produit est en ordre, et si on est soi-même à peu près en ordre, effectivement, on va avoir une consommation qui est souvent très raisonnable. Une tomate ou une pomme, un fruit qui est gonflé d'engrais, qui est artificiellement hyper appétante, on va devoir en manger beaucoup pour se rassasier parce qu'il y a peu de micronutriments dedans, et pour avoir sa dose que l'on aurait si on mangeait 3 pommes par exemple, où on a la dose de micronutriments dont nous avons besoin. Si la pomme elle est complètement gorgée d'eau, poussée à l'engrais, etc., ben, il faudra en manger 5, 6 ou 7 pour arriver à couvrir ses besoins. Donc quand on compare le prix en bio et en non bio,
Eh bien, on ne peut pas le comparer comme ça directement. Il faut le comparer en pensant à ce qui va être consommé. Hein. Un produit bio, on couvrira ses besoins avec une quantité bien moins importante qu'avec des produits qui sortent du supermarché. Voilà, donc grosso modo, vous voyez, il y a des choses qui vont pour ou contre, mais il y a une chose qui est vraiment importante de comprendre, c'est que oui, c'est vrai, et j'y peux rien. De manger cru bien, d'avoir une plage alimentaire avec une variété suffisante pour couvrir ses besoins, ça coûte cher. C'est indéniable. J'y peux rien, le monde est fait comme ça. Maintenant, quand on pense qu'on compare la plage alimentaire que je peux proposer lors des séances d'initialisation sensorielle avec ce qu'on peut avoir dans une maison, c'est incomparable. Je présente 80 à 90 aliments pendant ces séances, mais à titre individuel, dans une famille ou pour son usage personnel, il est hors de question d'avoir cette immense plage alimentaire. Ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette plage alimentaire doit tourner, doit évoluer. Elle doit non pas comprendre tout ce que je présente dans l'initialisation sensorielle, mais elle doit balayer toute la plage alimentaire. Pas au même moment, au fil des saisons, au fil des opportunités, au fil de ses besoins, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'aliments toujours dans sa maison, et dès qu'il y en a un qui est moins bon, on arrête de le manger et on se met à en chercher un autre. C'est-à-dire qu'on a toujours par exemple 10 ou 15 aliments dans sa plage alimentaire, 10, 15, 20, après... parce qu'il y a la partie fraîche qui tourne et il y a la partie fixe qui est en bocaux. Mais ce à quoi il faut penser, c'est que il faut qu'on la renouvelle fréquemment. Et il faut la renouveler d'autant plus qu'on est moins nombreux. Hein. Si on est peu nombreux, on va acheter peu, on va couvrir ses besoins, on va renouveler vite, parce qu'on va toujours cibler pour une personne. Bon là, elle mange des graines germées, regardez. Je leur donne de l'orge et de l'avoine. Et énormément de déchets. Énormément de déchets de l'alimentation. Alors le paradis, c'est quand il y a un stage, effectivement. Parce que là, il y a 10 personnes qui mangent cru, il y a des déchets. Alors cette oie, elle a 25 ans, cette oie-là. Elle a 25 ans et elle a fait un AVC. Il y a 10-15 ans. Allez, je vous raconte l'histoire de l'oie. Cette oie, un jour, elle a fait un AVC. J'arrive, je vais lui ouvrir son chalet, et puis elle se lève pas. Les autres sortent, parce qu'elles vivent, elles habitent dans un chalet qui est de l'autre côté de la maison, et elles vivent ici, dans une mare que je leur ai installée à l'ombre pour l'été. Voilà, j'ai installé un petit coin à l'ombre, avec de l'eau qui coule en permanence, dans lequel elles peuvent se baigner et tout. Et donc mon oie, un matin, elle ne se lève pas. Donc je la prends, j'essaye de la faire tenir sur ses pattes. Non, elle est paralysée. Elle est carrément paralysée. Je ne peux pas faire grand chose. Donc je décide de la porter. Donc je la prends dans mes bras et je l'amène jusqu'ici pour qu'elle soit avec les autres. Et puis je lui amène à manger au fil de la journée. Et puis les jours passent et jour après jour, j'ai pas le choix. Le soir je la ramène dans les bras, c'est toujours comme ça. Au bout d'une semaine, j'en ai marre, je fais ça avec une brouette. Donc le matin, le rituel s'installe. J'amène la brouette, je la mets dedans, je l'amène avec la poussette jusque là. Et ça dure comme ça pendant un mois. À l'époque, il y avait les enfants, il y avait mon épouse, donc tout le monde était là et tout le monde se rappelle et peut témoigner de ça. Et au bout d'un mois de ce traitement, autour de moi, je commence à avoir vraiment des réactions, on me parle d'acharnement thérapeutique, ça ne va pas durer pendant des mois, toute la vie, etc. Il va falloir que tu décides quelque chose, d'homme.
Ça ne peut pas durer comme ça. Jour après jour, à force de m'en parler, et puis moi j'avais autre chose à faire, c'était compliqué, c'est pas marrant cette histoire. Hein. Tiens, je vous présente Choco. Ouais, mon Choco. Et donc, jour après jour, je me décide petit à petit, et il va falloir que je fasse quelque chose. C'est pas évident de tuer un animal. C'est quelque chose que j'ai été amené à faire depuis 25 ans que je suis ici. J'ai des poules, des oies. Et c'est quelque chose que j'arrive pas toujours à faire. Quand il faut que je tue une bestiole, il faut vraiment que moi je sois bien, quoi. Parce que je ne peux pas la tuer comme ça, donc je fais en sorte de passer un moment avec elle. Le soir, je la prends sur mes genoux et je passe une demi-heure à discuter, lui expliquer des choses gentiment, que je lui ai permis de vivre dans la nature, qu'elle a eu des petits, que les coqs ils ont eu leurs poules, qu'ils ont bien mangé, ils ont eu des vers, ils vivent dans la nature. Et puis c'est un juste retour des choses. Elle arrive à un âge où elle a vraiment fait une belle vie. Et puis maintenant, elle va me rendre ça de cette façon-là. Donc il y a quelque chose, quelque chose de sensible qui se passe, dont moi j'ai besoin. Et il y a des tas de fois où j'ai pas pu tuer la poule. Hein. On me demandait de tuer une poule, non, là je peux pas. Moi j'étais pas bien, j'étais pas en forme, j'arrivais pas à avoir cette connexion. Donc c'est pas un truc évident. Alors imaginez en plus une oie que vous avez depuis 15 ans, 20 ans, de décider de l'oxyre parce qu'elle n'arrive plus à marcher, c'est pas évident du tout. Donc j'ai quand même pris... j'ai attendu le jour où moi je me sentais bien et j'ai passé une petite heure avec mon oie à lui raconter la vie qu'on avait eue ensemble et la vie qu'elle avait eue. Et puis je l'amène dans le chalet et je la couche. Et le lendemain matin, je vais ouvrir le chalet. J'en ai encore des frissons tellement c'est incroyable et je peux vous raconter des histoires. Hein. Mes enfants l'ont vu, mon ex-épouse l'a vu, tout le monde l'a vu. Hein. Et le lendemain matin, j'ouvre le chalet, les oies se lèvent et marchent. Voilà. Je n'ai aucune explication. Je ne sais pas comment l'expliquer. Elle avait perdu, dans l'AVC, elle avait perdu la vue à un œil. Elle était paralysée des pattes, elle n'arrivait pas du tout à se lever. Elle est restée avec sa vue abîmée, donc avec des difficultés de déplacement, mais les oies vivent vraiment en troupe. C'est-à-dire que les autres ne l'ont jamais abandonnée. Comme elles sont amenées à se déplacer de 200 à 300 mètres pour venir ici dans ce coin, puis pour aller dans le champ et revenir dans le poulailler. L'oie qu'on a appelée au fil du temps la tante, elle a été amenée à se perdre régulièrement. Donc elle se met dans un fourré, tant qu'elle ne retrouve pas le chemin, les autres continuent à avancer, vont jusqu'au chalet, et puis comme la tante elle n'arrive pas, et puis la tante elle se laisse pas faire, hein, elle gueule, elle les appelle, quoi. Elle est coincée dans un fourré, elle ne sait pas où elle les appelle. Eh bien, je vous assure, les oies repartent du chalet. Les oies repartent alors que le soleil est en train de se coucher et qu'elles ne pensent qu'à une chose, c'est aller se coucher. Ben non, elles repartent, elles vont chercher la tante et elles la guident pour les faire revenir jusqu'au chalet. Donc voilà, l'histoire de la tante, elle a 25 ans, elle est toujours là, c'est elle qui mangeait dans ma main. C'est elle qui est la plus proche de moi. Hein.